Bienvenue à ce nouveau webinaire. Il aura pour thème ArcGIS Survey 1, 2, 3 et plus particulièrement les concepts avancés de formulaires intelligents. Alors, à l'agenda de cette session, nous allons commencer par rappeler quelques généralités de l'outil Survey 1, 2, 3 en rappelant ce qu'il est et les domaines d'application et les avantages d'un tel outil. Nous récapitulerons également le processus de création de formulaires, de collecte et d'analyse de données, ainsi que les composantes à utiliser pour chacune de ces étapes. Nous entrerons alors dans le cœur de cette session, la conception avancée de formulaires à l'aide de Survey 1, 2, 3 Connect. Nous terminerons par quelques conseils et la session de questions-réponses. Un petit rappel rapide de l'architecture ArcGIS. Alors Survey 1, 2, 3 est un composant de la plateforme ArcGIS qui est basé sur le principe d'une plateforme de SIG web. Le moteur de cette infrastructure web peut être assuré par un logiciel serveur tel qu'ArcGIS Enterprise ou en mode Software as a Service tel qu'ArcGIS Online. ArcGIS Pro est la solution bureautique et pour gérer les données dans des processus parfois compliqués et exécuter des analyses spécialisées. De nombreuses applications prêtes à l'emploi ou bien configurables sont disponibles pour des usages spécifiques tels que la collecte de données et sur le terrain ou au bureau. Et Survey 1, 2, 3 fait partie de ces applications avec configuration pour vos besoins spécifiques. Alors, qu'est-ce que vraiment Survey 1, 2, 3 ? Finalement, c'est un système digital complet pour remplacer toutes vos enquêtes papier. Là où vous aviez des formulaires papier parfois difficilement lisibles, à réencoder avec toutes les erreurs possibles que cette manière de procéder entraînait, vous pouvez maintenant digitaliser ce processus avec des outils réduisant les erreurs de saisie et raccourcissant drastiquement les délais de partage de l'information. Il vient en complément des outils de collecte de données ArcGIS, tels que ArcGIS Field Maps, qui remplace maintenant le collector. La spécificité de Survey 1, 2, 3 est de présenter avant tout une interface de formulaire, comme vous pouvez le voir à droite, parfois complexe, avec aussi la capacité de gérer la localisation. Les domaines d'application de tels formulaires digitaux sont multiples. Ils peuvent s'appliquer à de nombreux secteurs et certainement le vôtre. Alors on peut citer les réseaux d'utilité publique, le transport, les gouvernements de différents niveaux, pour les secteurs de la santé, gestion des urgences, forces de l'ordre, et la liste n'est pas exhaustive. Alors dans ces différents secteurs, on peut aussi appliquer ces formulaires dans différentes tâches, des tâches de contrôle, de rapport d'incidents, l'évaluation de dommages, ou la mise à jour d'informations, les inventaires d'actifs, et ainsi de suite. Les tâches, là non plus, ne sont pas limitées à ce qui est présenté dans la slide. Ici, vous pouvez voir un certain nombre d'exemples. Alors le premier, c'est pour une société, par exemple, d'utilité publique lors de la pose de nouveaux équipements. Ici, par exemple, des conduites pour lesquelles on peut collecter des informations sur le type, le matériel, le diamètre, et ainsi de suite. Le second exemple présente une enquête publique de type crowdfunding en somme, pour collecter des informations sur le moyen de transport utilisé par des écoliers pour aller à l'école. Ils peuvent ainsi choisir leur mode de transport et justifier leur choix. Ce troisième exemple est une application grand public avec des éléments multimédia. Ici des photos pour présenter des oiseaux, également des médias sonores pour reconnaître ou identifier leurs cris et leurs chants. Pour terminer, une application spécifique pour collecter des données suite à des dommages causés par une catastrophe naturelle, une inondation par exemple. Voilà, ceci montre quelques exemples, mais on pourrait multiplier par 10 sans ce genre d'illustration. Alors, les avantages de tels formulaires, ils sont nombreux. Le but et les avantages sont essentiellement de réduire les erreurs d'encodage, par exemple en évitant d'encoder soi-disant une même valeur, mais avec des orthographes différentes. D'améliorer l'expérience de capture, c'est-à-dire en
par des illustrations, par des échelles de valeurs, par des listes déroulantes, par des groupes de questions logiques. Tout cela améliore cette expérience. Ensuite, d'aider le répondant par des mécanismes de logique, on peut précalculer ou calculer un certain nombre de valeurs pour lui suite à la saisie d'informations par le répondant. On peut accélérer et automatiser les flux de travail. Imaginez-vous les processus anciens dépendant de papier où il fallait imprimer, écrire sur ces formulaires de papier et puis encoder avec toutes les erreurs. Ici, dès que la donnée est collectée avec une application web ou mobile, elle est mise à disposition à ceux qui ont besoin d'analyser les résultats. Le processus de la collecte d'informations va se passer en 3 temps. Donc le premier, bien sûr, c'est de créer l'enquête, le formulaire qui va être conçu, imaginé, paramétré et puis publié et partagé aux personnes qui vont collecter les données. La collecte de données va pouvoir se faire avec une application mobile ou une interface web, avec toute l'intelligence du formulaire qui va faciliter cette collecte. Finalement, on a une troisième phase, celle d'analyse des résultats ou de visualisation, de consultation des résultats, qui permet de présenter via une interface web l'ensemble du détail des données collectées, mais aussi des résumés et la génération de rapports. Cela aidant la prise de décision finale sur les données connectées. Processus en 3 étapes, d'où également le nom du produit Survey 1, 2, 3. Pour la première étape, et étape sur laquelle nous allons nous appesantir plus longuement lors de cette session, la conception de formulaires, il y a 2 solutions. L'une pour concevoir des formulaires simples, sans beaucoup de logique, comme à gauche, dans l'illustration. Vous utilisez alors une interface web avec laquelle vous glissez, déposez les types de questions, de type texte, date, valeur numérique, localisation, et ainsi de suite. Cette conception simple va se faire à l'aide de ce que nous appelons comme outil web le Web Designer. À droite, vous avez une illustration de Survey 1, 2, 3 Connect, qui est l'application bureautique pour construire des enquêtes au design et à la logique plus complexe. Alors, la conception se fait essentiellement à l'aide de tableaux de type feuille de calcul Excel. C'est dans cet environnement de Connect et d'Excel que nous allons passer l'essentiel du temps de cette session. Malgré tout, avant la petite démonstration, un petit mot sur ce tableau Excel. Donc c'est lui qui va collecter toutes les informations de la configuration du formulaire en se basant sur la norme ouverte XLSForm. Donc le but c'est de définir dans ce fichier Excel toutes les propriétés, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être une application Microsoft Excel pour éditer la feuille de calcul. Ça pourrait être par exemple Google Sheets ou OpenOffice Calc. Mais le plus important, c'est que le fichier soit un fichier avec extension XLS. Et bien sûr aussi qu'il respecte la norme, la syntaxe définie par cette norme XLSForm. Alors ici on parle d'une norme. L'entièreté de cette norme n'est pas prise je dirais totalement en charge par Survey 1, 2, 3, mais la très grande majorité oui. Et à l'inverse, Esri l'a augmenté d'un certain nombre de capacités qui est propre au besoin de créer des formulaires avec des capacités propres à la plateforme ArcGIS. Les possibilités offertes par la conception de formulaires à l'aide de XLSForm et de Survey 1, 2, 3 Connect sont étendues. Donc bien sûr nous supportons de nombreux types de questions standards que nous pouvons retrouver dans de nombreux autres outils de création de formulaires, les questions de type texte,
numériques, date, heure, photo, pièces jointes, images, choix unique, choix multiples, éventuellement même code à barre, et particularité pour un outil SIG de collecter une localisation avec des points, des lignes et des polygones dont la retranscription dans la norme XLS form sont géopoint, géotrace et géoforme. Ce qui devient plus intéressant encore, c'est de pouvoir apporter une intelligence au formulaire, et pour cela on a à notre position un ensemble de mécanismes pour une conception avancée. Donc là on peut citer par exemple la sélection en cascade, on peut aussi au besoin répéter des questions. On peut aussi aisément contrôler la visibilité d'une question, dire ok, si la réponse à telle question est un tel, on peut ou non afficher d'autres questions. Pourquoi pas annoter des images et des photos, une carte, gérer des formulaires qui sont destinés à des publics avec différentes langues. L'intégration de fonctions JavaScript, ça permet vraiment d'étendre, d'aller au-delà de ce que permet de faire le XLS Form. On peut aussi apporter des masques de saisie qui vont par exemple forcer la saisie correcte d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, parce qu'on sait qu'il faut un caractère particulier pour encoder ce genre de valeur. Là aussi, la liste n'est pas nécessairement complète, mais ça vous donne une idée en tout cas de l'ampleur de ce qu'il est possible de faire. Alors nous allons passer à la démonstration. Pour cette démonstration, nous allons commencer avec la version web de Survey 123. Donc je me connecte à la plateforme, ça vaut tout aussi bien pour ArcGIS Online que pour ArcGIS Enterprise. Pour retrouver l'outil Survey 123, j'accède à cette fonction d'accès rapide à toutes les applications, dont Survey 123. Je peux y retrouver toutes les enquêtes déjà publiées, mais je peux aussi facilement en créer une nouvelle. Alors pour créer, j'ai les options suivantes, soit démarrer avec le concepteur web, une enquête vierge, toujours avec le concepteur web, créer une enquête sur base de différents modèles, ou bien sûr, troisième option, de démarrer avec Survey 123 Connect, donc la version bureautique. Ici, je vais démarrer avec le concepteur web dans une enquête vierge. Le processus prépare mon environnement de travail. Voilà, c'est assez rapide. Et je me retrouve avec une interface qui, à droite, me présente les fonctionnalités que je peux rajouter dans mon formulaire, qui, lui, va se présenter ici directement. On peut facilement, avec un glisser-déposer, prendre un type de question et le glisser, prendre un deuxième type de question, par exemple d'un autre type de texte maintenant multiligne, voilà, et on peut voir directement que ceci se rajoute à mon formulaire. En cliquant sur chacun de ces éléments, on a activé le panneau qui permet de modifier par exemple l'étiquette ou le titre de ma question. Et ça se reflète directement dans le formulaire. Je peux faire ça ainsi pour chacune d'elles. On a, outre bien sûr des questions de type texte simple, enfin uniligne ou multiligne, le choix par exemple de prendre des choix uniques. C'est-à-dire qu'on va offrir à l'utilisateur différents choix et il ne pourra en choisir qu'une seule parmi ceux-là. Et de la même manière, on peut facilement changer les valeurs qui sont proposées. On a des choix multiples aussi, des menus déroulants, des nombres, des heures, des dates datées et heures, signatures, images, donc pas mal de possibilités de proposer des questions de type différent. Maintenant, on est parfois amené à faire des formulaires un peu plus complexes où il y a des logiques qui doivent être implémentées et
Dans le cas de la conception d'un formulaire à l'aide de la version en ligne, web, cela n'est pas possible. Pour cela, il faut utiliser Survey 123 Connect qui peut être installé. Donc c'est une application bureautique et une fois qu'elle est installée, on peut l'ouvrir et visualiser soit déjà les enquêtes qui ont déjà été créées ou bien en créer de nouvelles. Alors, les options de création de nouvelles enquêtes, quelles sont-elles? On peut se baser sur des modèles. Ici, il y en a 2 qui sont proposés, c'est depuis longtemps comme cela, et ça m'étonnerait qu'il y en ait plus qui soient créés. Par contre, ce qui est plus intéressant, ce sont le très grand nombre d'exemples. En fait, toutes les capacités de type de questions et de mécaniques que l'on peut implémenter pour faire des formulaires intelligents sont représentés, illustrés par des exemples très concrets dans cette liste-ci. On en verra plus tard, mais par exemple, on peut inclure des calculs. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur le mot calcul, voilà, on a quelques propositions qui permettent d'aborder ce genre, des répétitions de questions. Voilà, j'ai ici, hop, pardon. Voilà, nested repeat agrégé, voilà, des propositions qui sont proposées. Je peux aussi faire une recherche par exemple sur l'application de code JavaScript. Voilà, ça me proposera également des exemples que nous illustrerons plus tard plus concrètement. La communauté des utilisateurs d'Argis peut proposer aussi toute une série de modèles sur tout type. Par exemple, si en cas d'inondation, on pourrait trouver des modèles de formulaires qui pourraient s'y appliquer. Alors, mes enquêtes, pour le moment, c'est inactivé, tout comme mon organisation, parce que je ne suis pas identifié. Donc, pour cela, il faudrait que je me connecte. Donc, je vais me connecter avec le même compte que tout à l'heure. Pour la version web. Voilà. Maintenant, j'ai accès à mes enquêtes auxquelles j'ai accès et que j'ai moi-même créées, celles qui sont créées par d'autres membres de mon organisation, donc on peut se les partager de manière sécurisée. 2 autres options un peu différentes pour créer de nouvelles enquêtes, c'est de se baser sur un service d'entité existant. Il se peut effectivement que vous soyez amené à collecter de nouvelles informations par rapport à un jeu de données déjà publié comme service d'entité et vous voulez créer un formulaire pour pouvoir justement collecter ces nouvelles informations. Dernière option, c'est de pouvoir utiliser un fichier XLS avec la norme XLS form pour générer un nouveau formulaire sur base d'une conception déjà existante. Pour continuer ma démonstration, je vais créer une nouvelle enquête sur base du modèle Advanced Template. Donc je vais choisir celui-ci et lui donner un nom. Voilà. Je la crée. Processus assez rapide qui va me créer mon environnement pour voilà. Alors on voit ici un formulaire donc basé sur le modèle sélectionné avec la vue du formulaire tel qu'il sera présenté à l'utilisateur final. Sa structure, elle est déterminée par le XLS form, donc je vais l'ouvrir ici. Et cette propriété, on va partager l'écran. Voilà.
Comme ça, on va pouvoir comparer le fichier Excel de configuration avec le rendu final. Donc on a deux questions ici. Ça représente deux lignes dans un fichier, dans le fichier XLS form. Passons un petit peu en revue ce fichier XLS où on a une série de feuilles de calcul. Certaines sont avec la couleur verte, c'est-à-dire c'est vraiment là, dans ces feuilles de calcul, que vous allez travailler et paramétrer votre formulaire. Les feuilles de calcul bleues sont celles qui donnent des informations et qui enrichissent la documentation du formulaire. Donc les types de questions qui sont disponibles, les types d'apparence et ainsi de suite, les types de champs que l'on peut mettre. Mais on va surtout se concentrer sur les trois premières feuilles. Donc la première survey, c'est véritablement la structure de votre formulaire. Il est constitué de toute une série de champs que l'on va parcourir pour certains aujourd'hui, liés aux paramètres avancés que nous voulons vous présenter. Trois champs sont primordiaux et sont requis pour chacune des questions que l'on va configurer. Le champ type, c'est là où on va pouvoir choisir par exemple le type de question, si c'est un champ de type texte, une valeur décimale ou entière, donc numérique, champ date, temps et ainsi de suite, ou bien pour une sélection unique ou multiple, et on a pas mal d'autres choix qui sont à notre disposition. Ce champ type va s'appliquer à une colonne dans la structure des données qui vont être créées, et le nom que l'on va donner vraiment à cette colonne va être encodé dans cette colonne B. Donc le champ, la colonne, va porter le nom ici, exemple 1, exemple 2. Le label va nous permettre en quelque sorte de donner un alias et qui va se présenter dans l'URL par rapport à ce nom de champ. Donc example test question, c'est ce qui va apparaître dans le formulaire comme on peut le voir ici. Il est facile ainsi de pouvoir déterminer un nouveau champ, une nouvelle question. Je pourrais mettre ici texte, je mets commune par exemple, voilà, et le label va être quelle est la commune. Si je rafraîchis mon formulaire en enregistrant mon fichier XLS, cela va directement se traduire dans mon formulaire. S'il y a des erreurs de syntaxe, un message devrait apparaître et nous indiquer ce qui est à faire. Donc c'est assez simple. Ce qu'on voit aussi ici, c'est une question unique avec un choix entre oui et non. Cela va faire appel à la deuxième feuille de calcul, choice, où vont être présentées toutes les listes de valeurs dans lesquelles soit l'utilisateur va devoir sélectionner une valeur ou multiple selon son choix de select one, comme ici, ou l'option qu'on peut avoir select multiple. Et ça fait, vous pouvez voir que ça fait appel à des list names. Et ces list names, elles sont ici. Donc on a une list name yes no qui présente des valeurs oui et non, labellisées dans le formulaire, donc que l'utilisateur voit, yes ou non également. Donc chaque liste qui va pouvoir être utilisée vont venir enrichir cette feuille de calcul. Allons aller un petit peu plus loin en ouvrant une autre enquête dans laquelle on a défini un nombre un peu plus important de capacités avancées. Alors je vais directement ouvrir le fichier Excel qui lui est associé. Voilà. On voit qu'il y a déjà bien plus de questions. On retrouve les trois champs principaux, trois colonnes dans notre fichier, le type, le name et le label. Pour lequel ici on voit une petite différence, c'est qu'il y a label français. Oui, c'est une des premières caractéristiques de
qu'on voulait vous montrer dans ce webinaire, c'était la capacité de proposer des alternatives de langue pour un formulaire unique. En quelque sorte, la structure du formulaire est identique, mais on propose une interface, une traduction de l'interface appropriée dans différentes langues. Et ça se fait simplement en rajoutant, donc ici, si je switch vers le néerlandais, hein, on a toutes les questions qui ont été traduites. Et ça, c'est configuré par l'ajout de cette partie ici. Voilà, France, les deux fois 2 points, français par exemple FR, pour les labels, pour le hint, et si on veut avoir la version en néerlandais, nous aurons la même chose, comme vous pouvez le voir ici, hein, toujours avec les 2 points néerlandais. Donc, on va faire ça pour faire la traduction de tous les éléments de texte, de label, dans ces 2, 3 ou 4 langues, si autant de langues sont nécessaires. On peut aussi déterminer dans la feuille de calcul Settings la langue par défaut qui sera exploitée. Alors, revenons à la version en français et parcourons un petit peu certaines capacités avancées de ce formulaire. Bien sûr, question assez simple et assez courante avec Survey 1, 2, 3, c'est le positionnement. Donc simplement, on va déterminer un type de question géopoint. Alors, on aurait comme alternative aussi le GeoTrace et GeoShape qui sont les équivalents lignes et polygones des géométries. Donc ici, géopoint, question que l'on peut simplement utiliser pour faire une recherche d'une localité. Voilà, zoomer, on peut parfaire la localisation, voilà, et valider cette position. Champ date et heure, rien de particulier. Alors maintenant, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a un groupe de questions. Groupe de questions est intitulé évaluation du panneau de signalisation que l'on retrouve ici dans le label, et pour avoir ce groupe on a encadré les questions qu'elle contient dans 2 balises, begin group et end group, que l'on peut voir ici. Donc toutes les questions qui sont à l'intérieur de ces 2 balises font partie de ce groupe. Le groupe peut être compact, ça veut dire qu'à l'ouverture du formulaire il est fermé. C'est le cas de notre 2e groupe de questions ici qui est compacté, donc fermé. Le premier groupe qu'on a vu déjà ici au-dessus, lui était ouvert, on n'a pas spécifié de valeur particulière sous la colonne apparence. Suite à ça, nous avons la possibilité bien sûr de définir des questions de type select one. On en a fait plusieurs ici. Ce que l'on a voulu montrer, c'est la manière différente de représenter ces questions. Donc par exemple avec des choix listés verticalement ou par exemple ici horizontalement. Verticalement, c'est la manière par défaut de présenter les différents choix. Par contre, si de nouveau dans la colonne apparence on spécifie horizontale, ça va se présenter comme ici, OK, à réparer et à remplacer de manière horizontale. Si on a des échelles de valeurs, on peut utiliser le mode d'apparence Likert. Un type de question qui est important et que un enquêteur doit absolument remplir va se marquer par une petite étoile rouge dans laquelle, au niveau du paramétrage, on va définir que c'est, voilà, ici, requis dans la colonne Required. On l'a fait pour 2 questions parce qu'on a jugé que celle-là devait absolument être répondue, sinon il n'est pas possible de valider le formulaire. Autre type de
des capacités complémentaires, c'est pouvoir travailler avec des photos, des dessins, des tracés, des annotations de diverses manières. Alors, elles sont présentées ici, par exemple, sous ces 3 questions. Alors, ce que j'ai surtout envie de vous montrer, c'est voilà, la possibilité de définir au niveau des apparences une valeur, par exemple, de type annotate ou draw, et éventuellement même plus loin, signature. Donc, si on a annotate, ça veut dire qu'on va pouvoir dessiner cette question-ci. On va pouvoir faire une photo, prendre une image, image, voilà, ok, et puis dessiner sur cette photo, par exemple. On annote quelque chose que l'on a pu, une image que l'on a pu prendre. On peut aussi tout simplement dessiner sur un fond blanc. Donc voilà, on a quelques options pour dessiner des formes géométriques. Par exemple, voilà, si on dessine presque un carré, il va reconnaître ça comme un carré ou un rectangle. On peut aussi dessiner bien sûr à main levée, changer la couleur, éventuellement associer une étiquette au dessin. On peut valider le tout, on peut aussi supprimer des éléments. Voilà. On peut aussi dessiner sur une carte. Donc on peut récupérer par exemple une photo de la carte ou repositionner. Donc ici je pourrais repositionner. Ok, je valide ce choix de cette étendue de carte et puis après dessiner là-dessus différents éléments en changeant la couleur ou d'autres options du tracé. Voilà. L'option signature est un petit peu particulier parce que là c'est plus approprié par exemple pour faire très très belle signature de ma part. Ensuite nous avons d'autres options qui sont liées par exemple à l'ajout de données un peu multimédia pour rendre le formulaire plus interactif. Ici par exemple, si on n'est pas trop sûr de notre choix de type d'éclairage, est-ce que c'est un feu de signalisation ou un éclairage, bon, on peut visualiser une illustration appropriée pour bien sélectionner le bon type. Alors comment cela se passe-t-il? Nous avons associé à chacun des choix ici pour ces deux valeurs là qui sont les deux valeurs associées à la sélection unique avec la liste des valeurs type éclairage. On a associé un média qui est une image dans cette colonne, média image. Alors bien sûr il faut que ces images soient mise à la disposition du formulaire. À chaque formulaire est associé un répertoire de fichiers dans lesquels on peut mettre justement ces images. Voilà, on ouvre ce répertoire, on a un répertoire média dans lequel on peut placer ces deux images et si on spécifie exactement les noms des fichiers dans notre tableur Excel, on y aura accès. Alors, on a déjà vu la question de type, par exemple, de prendre une photo ou d'aller chercher une image. On a effectivement ici une question de type image, mais avec une propriété un peu particulière qui est celle voilà, où ici la colonne Body Esri Style n'a aucune valeur. Ça permet à la fois d'aller chercher une image existante ou soit d'utiliser l'appareil photo de son appareil smartphone ou tablette. Par contre, tout à l'heure, nous avions ici prendre la photo du panneau de signalisation
à cette ligne-ci, où on a limité le choix à naviguer et donc sélectionner une image déjà existante. Donc vous avez ces deux possibilités. Je n'ai pas encore parlé de la sélection multiple. La sélection multiple permet, comme ici tout en bas, de sélectionner plusieurs éléments. Alors, de manière libre, 2, 3, 4 éléments, hein, ou bien tous ou aucun. Donc voilà, ça c'est au choix de l'utilisateur, en fonction bien sûr des règles qui sont définies. Et ce qui est encore plus intéressant, on a ici créé une note qui va déterminer le nombre total des éléments défectueux sur la question précédente. Donc on va dans ce cas-ci aller dans la colonne calculation, déterminer une formule qui récupère le nombre d'éléments sélectionnés de la question précédente intitulée éléments défectueux. Éléments défectueux, c'est bien sûr celle qui est celle qui détermine la sélection multiple des éléments. Donc on peut voir ici la valeur qui est auto-calculée à l'aide de cette petite formule. La 4 sélectionnée, la valeur 4 s'affiche. Si j'en sélectionne 3, 2 ou 1 ou 0, la valeur est automatiquement ajustée. Voici pour cet exemple. J'ai encore envie de vous présenter quelques samples qui sont à disposition ici, hein, donc avec les éléments de recherche que je vous avais déjà montré auparavant, par exemple sur les calculs, les répétitions, le JavaScript. Je les ai déjà ouvertes et créées pour vous. Donc par exemple, si je prends Choice Filter et Cascading Selects, je vais me limiter au Select One. Ici, c'est un cas typique de sélection par cascade. Le choix que je vais opérer dans la première question va déterminer les choix disponibles pour la seconde question. Dans cet exemple, je choisis en premier un état et puis j'ai les villes qui sont associées à cet état. Par exemple, je prends South Australia, hein, je vais pouvoir choisir exactement les villes qui sont situées dans cet état South Australia. Si je choisis un autre état, je vais obtenir maintenant les villes qui sont situées dans cet état de Victoria. Alors comment cela se produit? On va ouvrir le fichier XLSForm. Dans la feuille de choix, on voit ici les choix uniques des États, Victoria, South Australia et tous les autres, et la liste des choix uniques pour les villes. Ce qui va permettre de faire le lien entre les deux questions, c'est les deux colonnes complémentaires que l'on a déterminées ici. Donc, on voit que à chaque cité listée dans Cities est associé un État. Victoria, ici pour les 4 premières réponses, Australian Capital Territory pour les suivantes, ainsi de suite, et on peut voir que les villes qui lui sont associées sont chaque fois limitées. Donc c'est important, ces deux colonnes qui fait le lien entre les deux. Alors pourquoi nommer state ici et city là? C'est parce que pour la question, un peu plus loin, voilà, pour la deuxième question des villes, elle est dépendante de la valeur de la colonne état que l'on retrouve ici, qui a été sélectionnée. Donc ça va filtrer en quelque sorte les valeurs de ville pour l'état qui a été sélectionné à la question State 1, la question juste précédente.
Autre exemple, nested repeat, donc ça veut dire ce sont des questions qui peuvent être répétées, mais même répétées à l'intérieur d'autres répétitions. Voilà. Ce formulaire présente comme exemple un camping dans lequel on a chaque fois des bungalows ou des emplacements pour placer sa tente, dans lesquels on va pouvoir aussi avoir des équipements. Donc on va avoir deux groupes de questions qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Et ça se marque ici par deux groupes de répétitions. Un premier ici, qui inclut lui-même ici un autre, une répétition. Donc concrètement, comment cela va, comment l'utilisateur va expérimenter, il va pouvoir commencer à remplir les informations pour le premier site du camping. Il va ici, en plus cette position a le numéro 101, et dans le repeat, il va pouvoir dire par exemple qu'il y a des équipements, ok, le barbecue est en bon état, ok, il va prendre un deuxième, oh, la table de pique-nique elle a disparu, voilà. Il peut aussi créer un nouveau site. Je le crée. Okay. Alors on peut voir le nombre total de sites et le nombre total des équipements qui ont été pour le moment encodés. Donc 2 sur le premier site et 0 sur le deuxième. Dernier exemple que j'ai envie de vous présenter, c'est celui de l'utilisation de code JavaScript. Alors, le code JavaScript, ça vous permettra d'aller encore un pas plus loin pour des logiques, des mécanismes que le XLS Form et que le formulaire en lui-même ne permet pas. Ça permet de rajouter du code exécuté et parfois très spécifique. Alors, un des usages principaux, et c'est celui que je vais illustrer ici, c'est celui de travailler avec des services d'entité. Imaginons que vous voulez encoder des informations sur certaines entités, mais que vous avez besoin d'informations qui sont hébergées dans un autre service d'entité. C'est ici que le JavaScript va opérer. On pourrait donc utiliser la localisation encodée dans notre enquête pour aller rechercher d'autres informations. Donc, je vais ici travailler à chercher Namur. Ok, en Belgique, il me positionne, je suis content. Et on voit qu'il a déjà été recherché des informations. C'est comme s'il avait fait un identify et il nous retourne l'information ici sous forme d'un JSON. Bon. Et on peut après interroger en plus cette information retournée pour aller récupérer une valeur spécifique. D'accord? C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc on va ouvrir de nouveau le fichier XLS de ce formulaire. Voilà. Donc, ça va se passer ici au niveau de ces lignes pour lesquelles on a caché, donc ça c'est un type de question particulier, hidden, pour dire que c'est caché, donc on ne le montre pas dans l'interface utilisateur, ou dans lequel on spécifie l'URL du service que l'on va interroger. Et cette valeur, elle est stockée, je vais juste avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc la valeur est ici. C'est le service web que l'on va interroger, un service d'entité. Ok. Après, on voit qu'il y a 3 questions. Le résultat de la première, on le voit déjà ici avec ce JSON retourné.
En réalité, on utilise une fonction dans la colonne calcul, pull data, qui permet d'aller extraire de la donnée de quelque chose qui est en dehors de l'enquête. En l'occurrence, on va utiliser un code JavaScript qui est contenu dans un fichier .js dont le nom est URL request, qui contient lui-même une fonction feature by location. Et pour exécuter cette fonction, on lui transmet deux autres paramètres qui sont l'URL du service à interroger et la localisation issue du point positionné sur la carte. Et la valeur est l'entièreté de ceci. Comme je le disais, on peut aller un pas plus loin et retrouver une valeur d'un code, d'un attribut. C'est entre autres ici le code isocode et dont la valeur est bwal. Pour ça, on utilise une deuxième fonction pullData qui va lire le JSON, qui va récupérer le JSON de la colonne de la question admin feature qui est ici, celle-là, d'accord. Et puis on va récupérer la valeur de l'attribut isocode. Voici le résultat automatique. On peut aussi demander un pull data pour la troisième question qui va aussi utiliser une autre fonction du JavaScript. Donc on appelle un code JavaScript contenu dans ce fichier JS. La nouvelle fonction appelée est field value by location avec trois paramètres: l'URL à interroger, basé sur la localisation, et on récupère la valeur du champ name et on a la valeur Wallon. Alors vous me demanderez certainement où est-ce qu'on retrouve ces scripts. Alors ils sont fournis dans les fichiers associés à l'enquête. Tout à l'heure, on a montré un répertoire qui s'appelait Media, dans lesquels on peut mettre des images, des fichiers audio et autres. Ici, on a un sous-répertoire Script, dans lequel on va retrouver les codes JavaScript qui peuvent être appelés. Notre code JavaScript est contenu dans le fichier URL request.js. On peut aussi les visualiser directement au travers de l'interface de 123 Connect. On a tous les codes qui sont contenus dans le répertoire en question qui sont disponibles ici. On voit le code avec les deux fonctions qui peuvent être appelées. Feature by location, c'est la première fonction appelée pour récupérer une valeur. Et puis une deuxième fonction ici, feature value by location, qui permet de récupérer directement une valeur d'une colonne, d'un champ. Et nous avons une troisième colonne qui peut être une troisième fonction qui est echo, bien utile parce que on n'est jamais trop sûr de la manière d'encoder cette valeur dans le fichier Excel, de savoir comment encoder avec une syntaxe correcte la fonction pullData. Alors pour cela, c'est cette fonction echo qui peut être utilisée et on peut retrouver la syntaxe qu'on n'a plus qu'à recopier à l'aide de cette fonction echo. Voilà, ceci termine la partie démonstration et nous allons continuer sur quelques slides pour terminer cette session. Après cette démonstration, quelques trucs et astuces. Si vous désirez aller vite et faire un formulaire simple, utilisez le Web Designer. Si au contraire vos intentions sont de créer une enquête plus complexe, utilisez l'application bureautique 123 Connect. Mais dans ce cas, vous pouvez aussi commencer par le Web Designer pour concevoir une version simplifiée, puis de l'importer dans Connect et l'enrichir à l'aide des fonctionnalités offertes par le XLS Form. Connect fournit de nombreux exemples que vous pouvez copier et adapter dans votre formulaire. Testez directement votre formulaire dans 123 Connect
Et lorsque tout est bon, publiez et partagez votre formulaire sur Argis Online ou Argis Enterprise. Alors, deux petites remarques. Certaines logiques implémentées avec Connect ne sont pas supportées lorsque l'enquête est exploitée dans l'application web. Donc, un formulaire conçu avec 1, 2, 3 Connect ne peut pas être modifié par le web designer. D'un point de vue de licence, le principe est basé sur les types d'utilisateurs et leur accès aux applications. Ainsi, pour concevoir et publier une enquête nécessite au minimum un créateur. Remplir une enquête publique via l'interface web ne nécessite quant à lui aucune licence. Remplir une enquête non publique via l'interface mobile nécessite au minimum un field worker ou un niveau inférieur type editor avec l'add-on Survey 1, 2, 3. Remplir une enquête non publique via l'interface web nécessite au minimum un éditeur qui peut éditer par le web. Et pour terminer, analyser et exploiter les données, potentiellement tous les types d'utilisateurs y ont accès. Mais on peut sécuriser cet accès. Pour terminer, quelques liens web utiles. Donc le premier pour télécharger l'outil de conception 1, 2, 3 Connect. Ensuite, une référence vers la norme XLS Form. Et puis la documentation de Survey 1, 2, 3 Connect qui revisite en quelque sorte la norme XLS à sauce Survey 1, 2, 3. Les liens vers les deux webinaires passés, lien YouTube. Et pour terminer, le lien vers la version d'évaluation de 21 jours d'Argis Online, si vous voulez tester et que vous n'avez pas encore à votre disposition les licences adéquates. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez, si pas déjà fait via le chat, poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre.